Oui. Alors, je remercierai ces braves gens d'Elastic qui viennent nous présenter tout ça à la fin. Euh, L'idée du jour, c'est qu'il y a maintenant quelques années, et ça ne nous rajeunit pas, David était venu, à l'époque où j'étais au Bon Coin, était venu nous faire une petite présentation, enfin une présentation d'Elastic qui m'avait marqué, qui avait aussi marqué les équipes. Et je suis capable de parler à peu près de deux choses de manière relativement avancée sur Elastic, ça fait quoi, 6 7 ans après, hein, qui sont la percolation et le facetting. C'était inclus dans les présentations à l'époque. Et aujourd'hui, j'imagine que ça a beaucoup évolué. Et tout ça pour vous dire que c'est une présentation, malgré tout, qui m'a marqué. On a vu un gentil bonhomme évangéliste élastique. Et à l'époque, c'était assez frais, élastique, hein, et qui nous a présenté tout ça. Et pour moi et pour mes équipes, ça nous a marqué durablement pendant des années. Et vu que j'avais aujourd'hui d'assez loin hein, des relations avec les gens d'Elastic, et vu qu'on les sollicite dans le cadre de notre CIEM, SOC, cybersécu, supervision, monitoring et tout ça, métrologie, on va dire, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour tous les techs et éventuellement les non-techs de Kizio d'assister à une présentation qui a dû certes vachement évoluer, mais qui j'espère vous marquera autant qu'elle m'a marqué moi à l'époque et que ça ouvrira, vu que je sais qu'on a un petit peu d'élastique caché à droite et à gauche, que ça sera utile à tout le monde de savoir un peu plus ce qu'on peut faire avec élastique et qu'on pourrait probablement aller beaucoup plus loin. Donc, je compte sur toi, David. Je ne mets pas la pression. Je connais la qualité de tes présentations. Ah bah ça y est, j'ai la pression. Et comme je connais les qualités de tes présentations et de ce qu'on peut faire un petit peu avec Elastic, je pense que ça va vachement intéresser les techs ici présents et que tu aies une idée un petit peu des techs au global. Hein, je vais leur envoyer un petit peu des fleurs. Il y a un bon niveau technique. Ok. Chez Kizio Digital, on a plutôt un très bon même niveau technique. Après, ça ne veut pas dire qu'on est bon sur Elastic, mais tu as du bon gros techos, bienvenu. Voilà. Et est-ce qu'il y a de l'Atekos aussi? Parce Il que y j'aime a aussi bien. un peu de Tecos, on est un peu en manque de latécos, il n'y en a pas Ah, beaucoup, mais il y en a ok. quand même. Je ne sais pas si Adeline est ici parmi nous, je ne sais pas si les filles nous ont rejoints, mais on en a un petit peu. Je ne vois pas. Non, mais c'est bien enfin, s'il y en a dans l'équipe, déjà, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, il y en a dans l'équipe, je ne sais pas si en présent il y en a là, mais on en a dans l'équipe, on n'en a pas beaucoup malheureusement. Ah bah C'est oui. encore une équipe très très masculine. Mm. Donc, bah, merci pour cette introduction. Donc, du coup, on va pas parler de la percolation aujourd'hui parce que j'ai réduit un petit peu ce que je présentais. Parce qu'il y a tellement eu d'autres features qui ont été ajoutées dans Elastic et je veux pas passer à côté. Donc, à un moment, il a fallu faire un choix. Et puis, la percolation étant un use case très, très, très particulier, et qui avait tout à fait sa place chez Le Bon Coin parce que c'est une notion d'alerting sur des nouvelles annonces par exemple qui seraient postées. Donc c'est un petit peu ça ce qu'on peut faire avec la percolation. Mais là c'est un cas d'usage très particulier que je j'ai pas voulu, je présente plus en fait cette chose-là. Les facettes, on en parlera, c'est autre chose, ça s'appelle les agrégations, mais c'est le même principe. Et ça on va en reparler aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors donc oui, on va être ensemble pendant, on s'était fixé quoi, 1 heure et demie d'ailleurs? 2 heures? Je crois, peut-être. Bon, Je crois qu'on s'était fixé 1 heure et demie, il me 1 heure et demie. semble, Ok, et je pense, les connaissant un petit peu, je pense qu'il y aura des questions. d'accord. Donc on va. Alors n'hésitez pas à m'interrompre de façon à rendre ça interactif s'il y a des choses qui sont pas claires dans ce que je vais vous dire. Donc moi je m'appelle David Pilato et je travaille chez Elastic depuis 2013. Donc ça fait plus de 8 ans. Ça veut dire que j'ai complètement un avis biaisé, ce qui était déjà le cas à l'époque quand on s'est rencontrés, je crois en 2015, début 2015. Mais alors là, c'est encore pire, quoi. Je suis vraiment de parti pris, donc ne me croyez surtout pas. Si vous n'avez jamais fait d'élastique, testez par vous-même ce que je vais vous montrer, et puis vous verrez si vous avez les mêmes réactions. Je suis toujours autant passionné par ce projet. J'ai connu ce projet en fait quand je travaillais à la douane. Je travaillais 8 ans pour la douane. C'est l'expérience que vous voyez ici. Et pendant ces 8 ans, j'ai mis en place le NoSQL et Elasticsearch en particulier. Et donc je suis tombé dingue de ce projet et quand euh, Elastic est devenu une compagnie qui édite le logiciel Elasticsearch, je me suis dit bon ben il n'y a pas de choix, je quitte la douane et je rejoins Elastic. En passant, je suis passé très rapidement par une petite mission tampon entre temps.
Mais voilà à peu près ce que j'ai fait. J'anime la communauté francophone autour d'Elastic. Donc, si vous êtes sur Twitter, le compte Twitter à suivre, c'est celui-là, ElasticFR. Je reparlerai de la communauté à la fin, et puis de ce qu'on y fait. Alors, une des raisons pour lesquelles on a monté cette réunion, c'est pour vous parler c'est pour vous faire une présentation d'introduction de ce qui se passe dans la suite Elastic. Et ensuite, ça s'étend à j'allais dire des cas d'utilisation. Je parlerai de ça vers la fin, ou des solutions qui sont bâties au-dessus de la suite Elastic. Le but de notre connexion initiale avec Aïssa, c'était de présenter la partie sécurité, etc. C'est pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'occuper vraiment de la partie stack qui permet de faire tourner la sécurité au-dessus. Parce que pour moi, il est important que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de la machine, comment ça marche, et qu'en fait, il n'y a pas du tout de magie, c'est juste bien foutu le truc. Et donc, il n'y a pas du tout de magie, voilà, c'est juste bien conçu. Donc, on va parler de la suite élastique pendant la session, on va parler d'Elasticsearch, ça va être vraiment ce sur quoi on va se focaliser. Et puis, on va parler au-dessus de tout ça aussi d'un petit peu de Kibana. Kibana, qui est une interface graphique au-dessus d'Elasticsearch qui permet, si on a envie, de visualiser de la donnée qu'il y a dans Elasticsearch. C'est aussi un moyen, Kibana, il y a des applications qui permettent d'administrer aussi la suite élastique. Donc, c'est la porte d'entrée sur la suite élastique, si vous voulez. En dessus de tout ça, il y a des composants qu'on appelle les composants bits, et les composants, pardon, en dessous de tout ça, il y a une couche d'ingestion, excusez-moi, dans lesquelles on va trouver les composants bits et Logstash. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur ce que c'est, bits, ce sont des agents, c'est ce qu'on voit ici à gauche, que vous installez sur les machines sur lesquelles vous voulez récupérer de la donnée. Alors, ça peut être des fichiers de log, par exemple. Pour les fichiers de log, vous allez utiliser FileBit. FileBit va faire du streaming de vos lignes de log et les ingérer, les envoyer vers Elasticsearch, dans lesquels ça va être indexé là où ça doit être indexé. Et vous allez pouvoir visualiser ensuite vos logs dans une application Kibana dédiée aux logs, par exemple. Avec MetricBit, vous allez collecter des métriques de la machine. Donc des métriques OS, des métriques aussi applicatifs, par exemple, si vous activez certaines options, etc. Donc ces métriques, pareil, vont dans Elasticsearch et hop, dans Kibana, vous visualisez tout ça. Donc en fait, vous bâtissez votre observabilité, votre solution d'observabilité avec tout ça. Packetbit aussi, il se met à l'écoute de la carte réseau et il va décortiquer certains protocoles qu'il connaît et envoyer ça vers Elasticsearch. AuditBit, plutôt pour la notion de sécurité de vos serveurs Linux notamment, sur qui accède à tel répertoire qui est normalement protégé, qui se connecte en SSH et échoue. Voilà, tous les fichiers d'audit log, en fait, peuvent être récupérés par AuditBit. Quand vous avez récupéré vos données avec Bits, vous pouvez soit les envoyer directement vers Elasticsearch, ou vous pouvez aussi les envoyer vers Logstash, par exemple. Logstash, c'est un ETL. Donc, un ETL, ça fait quoi? Ça extrait depuis une source, ça transforme à la volée, et ça charge vers une destination. Donc, la notion de E, T et L. Donc, en entrée, vous pouvez avoir, par exemple, un composant FileBit qui envoie les lignes de log. Et pour chaque ligne de log, vous allez demander à Logstash d'aller faire un lookup dans une base de données JDBC, par exemple, pour enrichir l'événement. Si vous avez qu'un ID utilisateur dans votre ligne de log et que vous voulez avoir l'email, le numéro du bureau, que sais-je, le numéro de téléphone et tout ça, vous faites votre lookup dans votre base de données, hop, vous enrichissez l'événement. Et l'événement, une fois enrichi, vous l'indexez dans Elasticsearch et puis vous visualisez tout ça dans Kibana. Donc Logstash, c'est ça, c'est un ETL. Plein de sources, plein de transformations possibles, plein de destinations possibles, y compris Elasticsearch, évidemment. Vous pouvez mettre évidemment du Kafka, du Redis en sortie d'AuditBit, relire ça avec du Logstash ou pas, enfin bon, il y a plein d'options possibles. L'architecture va être très vaste en fait sur ce que vous pouvez bâtir. Puis pour dialoguer avec Elasticsearch, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites directement du JavaScript au-dessus de votre nœud Elasticsearch, voilà, pourquoi pas. Soit vous intégrez des clients dans vos applications. Donc moi, je fais du Java, je suis plutôt un développeur Java. Donc voilà, on va prendre le client Java et on va dialoguer avec Elasticsearch et ensuite exposer ce qu'on a récupéré dans notre code Java à nos utilisateurs. Ou alors utiliser le front-end qui existe déjà, qui est Kibana, pourquoi pas. Je vous parlerai des solutions après, mais pour l'instant, voilà, c'est ce que vous devez savoir sur la suite Elastic en elle-même. Alors Elastic, oui, un truc important, c'est que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est dans l'offre gratuite de la suite Elastic. On a plusieurs offres.
Il y a une offre gratuite et puis après, il y a des options payantes. Donc, tout ce que vous allez voir aujourd'hui est dans la version gratuite, sauf si je vous dis explicitement à un moment, attention, cette feature-là, par exemple, est payante. Alors, pour déployer Elastic, c'est simple, hein, vous prenez les binaires et vous les installez, et donc vous les déployez vous-même sur votre machine. Ou alors, vous pouvez utiliser des outils d'orchestration. Donc, on a un Elastic Cloud sur Kubernetes qui existe et qui vous permet de déployer facilement vos pods Elasticsearch et Kibana sur du Kubernetes, faire des montées de versions, etc. Donc, tout ça, c'est géré par Kubernetes. On a une offre aussi Elastic Cloud Entreprise. Si vous voulez faire du Elastic as a Service avec une console d'administration qui offre du service à l'intérieur de votre entreprise à plusieurs entités pour plusieurs use cases différents, etc. Vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est payant, Elastic Cloud Entreprise. Et puis, ce même logiciel qu'on utilise pour Elastic Cloud Entreprise, en fait, on l'utilise, nous, dans notre offre à la demande en SaaS, où là, pour le coup, c'est nous qui manageons l'infra, les machines. C'est pareil, vous n'avez plus qu'à déployer vos services. Ça, je vais vous montrer ça, parce que c'est ce que je vais utiliser pour ma démo, en fait. Elastic Cloud. Donc, je vous ai parlé des différents aspects niveau tarifaire. Moi, je ne rentre pas là-dedans, hein, ce n'est pas mon métier. Je suis là, un évangéliste, en fait, il est là pour vous vendre la partie gratuite. Donc, c'est très facile à vendre, hein, puisqu'il n'y a rien à payer. Et après, mes collègues Alexandre et Kamal, eux, pourront vous répondre sur toutes les offres qu'on peut apporter, les services qu'on peut apporter, etc. Donc, s'il y a certaines fonctionnalités, par exemple, qui nécessitent d'avoir une offre Platinum, par exemple, si vous voulez faire de l'authentification interconnectée avec votre annuaire LDAP ou faire du single sign-on, par exemple, sur Kibana, ben pour ça, vous allez avoir besoin des fonctionnalités avancées de la sécurité de la suite Elastic, donc de l'offre Platinum, par exemple. Voilà. Si vous voulez faire du machine learning, parce que vous faites de la gestion de logs ou de sécurité, et vous voulez ne pas rester devant votre machine à regarder l'écran pour détecter des anomalies, mais vous voulez qu'il y ait un algorithme qui vous détecte des anomalies à votre place, et encore des fois, c'est même pas possible en regardant l'écran, tellement c'est une anomalie difficile à détecter, bah, l'outil de machine learning va être fait pour ça, trouver des anomalies dans des données temporelles. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Au niveau des ressources gratuites, si vous démarrez des projets avec la suite Elastic, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder, on a un espace training sur le site elastic.co, et dans lequel vous avez plein de trainings gratuits, donc des quick start qui vous permettent de démarrer, soit sur des solutions, soit sur voilà, vous voulez faire de l'observability, vous voulez faire le Elastic Security Fundamentals SIEM, par exemple, ben voilà, ça c'est un des modules que vous pouvez aussi faire gratuitement. Voilà pour la partie commerciale, entre guillemets. Donc on va rentrer un peu plus dans le dur maintenant. Et je vais vous parler de moi ce qui m'a amené en fait à Elasticsearch. En réalité, donc on tombe souvent dans des systèmes d'information. On a souvent des besoins de recherche. Là, je prends un exemple tout simple où j'ai une table avec deux champs, un champ nom et un champ utilisateur. Et j'ai 4 entités que j'ai insérées dans cette table. Donc David Pilato, qui est développeur chez Elastic, Maloum Laya, qui a travaillé avec David à la douane, David Gageot, qui est ingénieur chez Google, et David, que je ne connais pas. Et j'ai envie de fournir un moteur de recherche pour mes utilisateurs. Donc là, typiquement, je veux que l'utilisateur cherche David et je veux être capable de retrouver des résultats. Donc un use case très très simple, en fait, chercher de la donnée dans les entités que j'ai insérées. Donc la première implémentation que je fais, c'est que je prends ce que l'utilisateur a saisi et puis je fais un select étoile from user where name égale David. Et là, d'après vous, ça donne quoi? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre. Vous pouvez utiliser le chat aussi si vous voulez parler. Qu'est-ce que ça va donner? Normalement, ça renvoie rien. Ouais, ça renvoie rien du tout, effectivement. Ça renvoie aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas exactement ce que l'utilisateur a saisi, évidemment. Donc, comment on fait pour compenser le problème? Bon, on est On peut ingénieur. mettre un like devant ou. Voilà, exactement. On fait un like %, David %, par exemple. Ce que l'utilisateur a saisi, on le met entre pourcents et ça marche bien. Ça renvoie les résultats, donc tout va bien. Alors, on peut chercher pour l'utilisateur une table David Pilato, tout va très bien. Mais là, j'ai un utilisateur un peu pénible parce qu'il me tape Pilato David. Et là, ça marche plus. Ouais, ça marche plus parce que ce qu'on a inséré, c'est David Pilato et c'est plus Pilato David. Donc, comment on fait pour s'en sortir? Bon, il y a un moyen simple, en fait. On peut découper aux espaces et faire une combinaison de likes.
Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'essaye David et j'essaye Pilato, et ou hein, suivant le cas d'utilisation. Et effectivement, je retrouve mon entité. Bon, on voit qu'on commence à complexifier un petit peu notre recherche quand même. Mais, bon. Mais ça marche. Je peux chercher dans deux champs, rien ne m'empêche ça. J'ai deux champs, j'ai un champ nom, un champ commentaire. Je peux chercher l'information dans les deux champs. Donc l'utilisateur a saisi David, et je renvoie ici ce qui match. Donc je renvoie David Pilato, Maloum Laya. Alors c'est bizarre, mais non, c'est pas bizarre puisque c'est dans le champ commentaire, donc tout va bien. David Gageot et David. Mais moi, il y a un truc qui me choque en fait dans les résultats, dans ce qu'on voit ici. Ce qui me choque, c'est pas qu'on ait Maloum Laya dans les résultats, parce que ça c'est normal, vu qu'il y a David dans le champ commentaire, mais c'est l'ordre des résultats. Oui, alors on peut mettre un algo n-gram aussi. Mais on parlera des n-gram tout à l'heure dans Elasticsearch aussi. Donc, qu'est-ce qui est choquant en fait dans le résultat? Pour moi, c'est l'ordre dans lequel reviennent les résultats. Alors, ils reviennent dans quel ordre? Ils reviennent dans l'ordre dans lequel ils ont été insérés dans la base. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai l'impression que la personne que je cherche dans mon cas, c'est vraiment David. Dans mon cas d'utilisation, cette ligne-là, David devrait être en première position dans ma liste. Et Maloum Laya devrait être à la fin, puisque finalement, un champ commentaire a peut-être moins de valeur pour mon cas d'utilisation que sur un champ nom, puisque je cherche plutôt des personnes. Donc là, ça va, on n'a que 4 entités dans la base. Mais imaginez un petit peu quand vous avez beaucoup plus d'informations. Quand vous êtes, je sais pas, vous avez des centaines de milliers d'enregistrements, imaginez qu'il faille aller à la dernière page pour trouver l'information que vous cherchez. Bah non, en fait, un moteur de recherche, c'est fait pour quoi? C'est fait pour donner de l'information pertinente. Ça, c'est la première fonction du moteur de recherche. La deuxième fonction, c'est de le faire très vite aussi. Mais le truc, c'est de trouver d'abord de l'information pertinente. Et ça, c'est la chose qui est pour moi le point clé d'un moteur de recherche. Quand vous êtes sur Google, par exemple, il est très rare que vous alliez à la page 2 ou à la page 10 pour trouver votre résultat. Ce que vous espérez, c'est qu'en haut de la première page, il y a vraiment la chose que vous cherchez. Bon, bah, c'est pareil pour tous les moteurs de recherche du monde, y compris Elasticsearch. Alors, comment on fait quand on a des fautes d'orthographe? Ici, j'ai David. Alors, il y a plusieurs solutions. Une des solutions qui est possible, c'est de tenter des combinaisons de caractères, donc des trucs comme ça. Bon, c'est moche, hein, c'est très moche. Ça fonctionne, techniquement ça fonctionne, mais on va se heurter à un problème, c'est qu'on a des systèmes d'information dans lesquels maintenant se déversent de plus en plus de données de façon continue. Et ça marche très bien pour un faible volume, mais dès qu'on va passer à l'échelle, ça va être compliqué. Quand j'étais en douane, j'avais mis un moteur de recherche comme ça à la Google sur ma base de données, c'était une base Oracle derrière. Et en fait, je cherchais des dossiers de douane sur un champ référence douanière et j'avais mis un like % pour pas forcer le douanier à saisir toute la référence. 100 000, 200 000 déclarations en douane, ça allait à peu près bien. J'avais 5-6 secondes de temps de réponse. Quand on a dépassé le million de déclarations en douane, j'ai été obligé d'enlever la fonctionnalité parce que ma base de données passait son temps à faire de la recherche et elle avait du mal à insérer de la nouvelle donnée dans la base. Parce qu'on faisait du full scan finalement à chaque fois. Donc c'était pas terrible comme solution. Donc moi je vous invite à passer à un vrai moteur de recherche quand vous tombez sur ces problématiques-là. Alors la difficulté aussi quand on a une base classique, c'est qu'on va fournir une interface de recherche qui ressemble à peu près à ça. Donc un truc très très moche. Alors pas au niveau de la CSS, c'est pas le souci la CSS. Le souci c'est plutôt le nombre de champs en fait. Quand on va proposer ce type d'interface de recherche à nos utilisateurs ils vont devoir se poser une question. Ils vont devoir se dire, mais c'est dans quel champ que l'informaticien a rangé la donnée? Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était là? Etc. Donc il faut qu'il se pose une question d'abord. En fait, on ne veut pas qu'il se pose une question. On veut juste qu'il cherche ce qu'il a besoin de chercher. Et nous, on va peut-être booster, par exemple, si c'est sur un mot-clé que ça match, peut-être qu'on va mettre en avant ce résultat-là parce que ça match sur un mot-clé. Donc nous, on va ajuster en fait en fonction du cas d'utilisation les résultats qu'on va donner à l'utilisateur. Donc je vous invite à arrêter de fabriquer des interfaces de recherche qui ressemblent à ça. Alors, un moteur de recherche, c'est quoi? Ça, c'est le truc que vous devez absolument comprendre quand vous allez travailler avec un moteur de recherche, que ce soit Elasticsearch ou un autre d'ailleurs, mais c'est le truc fondamental. Un moteur de recherche est basé sur ce qu'on appelle un moteur d'indexation. Je vais parler de documents. En fait, un document, ce sont des documents JSON, dans le sens dans lequel je parle.
Ne voyez pas ça comme des PDF ou des documents OpenOffice. C'est pas ce que je veux dire. Ce sont des documents au format JSON dans lesquels on a des champs et on a des valeurs associées. Et pour chacun des champs de notre document, on va créer une structure d'index inversé tel qu'on le voit ici dans la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, vous avez des index à la fin des livres. Un index inversé de documents JSON et de champs de documents JSON, ça ressemble exactement à la même chose. On a des termes, ici le mot fenêtre, et les identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé ces termes. Donc là, ce sont des identifiants de page, ça veut dire que l'objet que j'ai indexé, c'est une page. Ça pourrait être des objets de votre système d'information, hein, pourquoi pas. Mais donc ça, c'est l'ID de l'objet en question. La deuxième fonction du moteur de recherche, c'est de chercher. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne va chercher que dans les index qu'on a générés. On ne va plus jamais chercher dans la donnée source. Et c'est le cas dans la vraie vie, en fait. Quand vous êtes confronté avec un bouquin comme ça et que vous avez envie de chercher le mot fenêtre, vous n'allez pas parcourir les pages du bouquin une à une et essayer de trouver le mot fenêtre à l'intérieur. Non, vous allez ouvrir l'index. Pareil dans Elasticsearch, on ouvre l'index. Puis dans cet index, vous allez parcourir l'index pour trouver l'entrée, le terme que vous cherchez. On a de la chance, les anciens, ils nous ont trié les termes. C'est pas de la chance, c'est fait exprès pour qu'on soit efficace. Bah, pareil dans Elasticsearch, les index vont être triés de façon à ce qu'on soit très efficace à aller à la lettre F très rapidement et au terme qu'on cherche. Puis une fois qu'on a trouvé le terme qu'on cherche, on n'a plus qu'à ouvrir les objets qui correspondent, ouvrir les pages ou nous ouvrir les objets dans Elasticsearch. Donc c'est exactement le même principe qui s'applique ici à un moteur de recherche. On va couvrir tout ça avec des démos. J'ai fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps du cluster, mais bon, je pense que ça va bien se passer, on va voir ça. Voilà, donc là je suis dans l'interface cloud, je veux juste vous montrer comment on crée une nouvelle instance, et c'est assez simple, on dit, voilà, pour quel cas d'utilisation, bah, vous voulez faire de la sécurité par exemple, ok, vous allez peut-être sélectionner ce use case-là. Vous sélectionnez sur quel réseau cloud provider vous voulez tourner, je sais pas, Azure par exemple, et vous voulez tourner sur Paris. Voilà, vous lui donnez un petit nom, vous faites create deployment, vous pouvez customiser si vous voulez, vous pouvez mettre plus ou moins de stockage, plus ou moins de RAM, etc. Est-ce que vous voulez faire du warm, du cold, etc. Est-ce que vous voulez rajouter du machine learning, ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple? Bah ouais, pourquoi pas, sur 2 zones, allez, etc. Donc vous choisissez votre architecture, vous la mettez à jour. Vous ne voulez pas faire d'APM, par exemple, vous supprimez l'APM, et vous faites, hop, je crée un déploiement, et comme ça, vous avez votre déploiement qui est disponible en quelques minutes. Sur votre espace. Donc moi, j'ai déjà créé un déploiement ici qui s'appelle BBL. Et si je vais dedans, en fait, là, je suis dans Kibana. Et quand je rentre dans Kibana, la première chose que je vais voir, c'est cette interface-là. Alors, quand vous voulez démarrer avec Kibana, si vous n'avez pas de données, vous voulez commencer à jouer un petit peu avec, vous pouvez aller dans Add Data ici. Et vous avez un truc qui s'appelle Sample Data. Vous pouvez dire, allez, je veux rajouter typiquement un cas d'utilisation de données e-commerce ou alors des logs de sites web. Hop, je fais add data, ça rajoute automatiquement des données dans votre cluster et avec ça, et même des visualisations, des dashboards, etc. Dans Kibana avec lequel vous pouvez commencer à jouer. Si vous voulez faire de la sécurité, on en parlait tout à l'heure, par exemple, vous voulez rajouter AuditBit, j'en ai parlé. Vous cliquez là et puis vous avez juste à suivre le tutoriel pour dire voilà comment il faut installer AuditBit et ce qu'il y a à faire. Donc c'est assez simple en fait. Moi, je ne vais pas me servir de ça, je vais me servir d'un truc qui s'appelle DevTools ici, qui va me permettre de passer des requêtes dans Elasticsearch sans avoir à comment dire à faire des appels HTTP en utilisant curl en ligne de commande. Ça va être un peu plus pratique. Donc par exemple, get slash, c'est un équivalent d'un curl, mon endpoint Elasticsearch sur cloud, slash, et puis voilà, il me renvoie ce résultat. Donc je vois que je tourne avec la dernière version, la version 7.12.0, qui est la dernière version qu'on a publiée. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on fait simplement du CRUD, donc Create, Read, Update, Delete, dans Elasticsearch. Donc les API simples. D'abord, je détruis mon indexville s'il y en avait un, il n'y en a pas. Voilà. Et je vais dire, voilà, la toute première chose que je vais faire, mon premier contact en fait avec Elasticsearch, ça va être dire, je veux t'indexer un document dans un index qui s'appelle ville. Tu ne connais pas encore cet index, mais c'est pas grave. L'ID du document, c'est Sergi. Et le document que je souhaite indexer, c'est un champ message qui contient la chaîne de caractères. Ici, c'est Sergi. J'habite à Cergy-Pontoise, c'est la raison pour laquelle vous allez beaucoup entendre parler de Sergi. C'est pour cette raison-là.
Donc, quand j'exécute cette commande, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Première chose, Elasticsearch va dire, tu me parles d'un index vil, je ne le connais pas. Donc, je vais te créer un index, un schéma qui s'appelle vil. OK. Ensuite, il dit, mais dans ton document JSON, tu me parles d'un champ qui s'appelle message. Je ne sais pas ce que c'est que ce champ message, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer à la demande. C'est comme si on faisait un petit peu un create table avec un champ automatique, message, qui est de type chaîne de caractères. Vraisemblablement, c'est une chaîne de caractères, donc peut-être que tu vas vouloir faire du full text search dessus. Donc, par défaut, je vais te mettre les structures de données qui permettent de faire ça. Donc, il essaye de déterminer ce que vous voulez faire. Puis ensuite, il va indexer le contenu du champ message dans la structure d'index inversé dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Il va découper aux espaces, il va tout mettre en minuscules par défaut, et il va indexer, en gros, ici, C et Sergi, alors en mettant ça dans l'ordre alphabétique. Donc, ça va être sans doute C, puis après Sergi, puis après ici, qui va être dans mon entrée d'index, et il va relier ça avec l'objet dont l'ID est Sergi. Puis après, il va faire une dernière chose, c'est qu'il va stocker dans un champ particulier qui s'appelle underscore source le contenu du JSON que j'ai envoyé à Elasticsearch. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire un get by ID. Ici, je récupère de mon index le document qui s'appelle Sergi. Donc, je récupère le document qui s'appelle Sergi, et ce qu'on voit ici, c'est que je récupère le champ underscore source que j'ai indexé tout à l'heure. Quand je veux mettre à jour un document, ici par exemple rajouter un champ, je lui présente à nouveau ce document entièrement. Donc ici, je lui dis, mets-moi dans mon index qui s'appelle ville, pour mon document Sergi, réindexe-moi ce document finalement. Donc il va refaire la même chose que tout à l'heure, créer une structure d'index inversé pour le champ message. Il va d'abord faire un autre truc, pardon, c'est qu'il va dire, ah, tu me parles d'un champ météo, mais celui-là, je ne le connais pas. Donc il va faire une sorte d'alter table automatique pour rajouter le champ météo. Donc je vais exécuter ça. Donc j'ai une deuxième version de mon document qui existe. Alors quand je dis deuxième version, ça ne veut pas dire que la première version, on peut la récupérer, pas du tout. C'est juste techniquement, il y a une deuxième version du document qui est faite. Et en fait, il m'a reparsé ma chaîne de caractères, il m'a réindexé, découpé aux espaces que j'ai dit tout à l'heure, tout mis en minuscules, et fait pareil pour le champ météo. Alors, je vais le faire moi-même, je vais couper les micros de tout le monde, je vais tous. Hop, voilà. Et donc, quand je récupère mon champ à nouveau, mon document à nouveau, pardon, je vois que mon document a été mis à jour. Il n'y a rien de transcendant dans ce que je vous montre, hein, c'est du pur creux de base. Je peux évidemment effacer un document. Donc, c'est la façon dont on fait un delete d'un objet dans Elasticsearch. Et quand je fais un get à nouveau, il me dit qu'il ne le trouve pas, et puis il vous renvoie une petite erreur 404, effectivement, document non trouvé. Voilà. Donc du CRUD très 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 basique. Alors pour vous montrer autre chose, je vais indexer un peu plus de documents. Donc je vais créer quelques documents où il y a écrit ici c'est Sergi. Je vais en mettre quoi, 5. Je vais en mettre 2 documents où il y a écrit ici c'est Sergi Pontoise, et puis je vais mettre 1, 2, 3, 4. Allez, 4 documents où il y a écrit ici c'est Pontoise. Allez, bien de plus pour ces Sergi, pourquoi pas. Je vais vous montrer la partie recherche. Alors, quand je fais une recherche, hop, je vous mets le dataset sous les yeux. Quand j'exécute une recherche, j'appelle le endpoint qui s'appelle underscore search. Donc, ce que me fait Elasticsearch, c'est qu'il me dit, là, je retourne, j'ai 13 documents qui existent. Donc, en voici certains, Sergi, Pontoise, etc. Alors, il y a eu la possibilité de passer des paramètres dans la requête. Vous pouvez passer par exemple le paramètre size pour changer la taille de la page. Ici, j'en renvoie que 10 par défaut. Ici, j'en renvoie jusqu'à 20. Donc j'en ai 13. Donc là, j'ai tout mon dataset qui est ici, en fait. Je le vois ici. Donc size et from pour aussi aller changer de page, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire maintenant des requêtes. Donc une requête, c'est comme ça. Query. Je vais faire un match. En passant, vous voyez l'intérêt d'utiliser la console Kibana, c'est que vous avez de l'autocomplétion. Donc, pour éviter de vous mélanger les pattes dans les accolades, ça peut être assez pratique. Je veux chercher dans le champ message, ici, et je veux chercher Sergi.
Alors, il me dit qu'il trouve 9 documents, Sergi, et puis du Sergi Pontoise. Il me trouve les 9. En passant, je peux faire des trucs comme ça. Hein. G, Y, point d'exclamation si je veux. Pourquoi pas. Ça marche toujours. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'une sorte d'analyse de texte où j'ai découpé aux espaces, j'ai tout mis en minuscules. J'ai aussi enlevé les symboles de ponctuation. La même analyse de texte que vous faites quand vous indexez votre document, elle est aussi réalisée quand vous cherchez, avec le texte que vous cherchez. Donc là, en fait, il m'a enlevé le point d'exclamation et il m'a tout mis en minuscules. C'est exactement la même chose que ça, en fait. Il cherche exactement la même chose. Donc Sergi, c'est bien. Je cherchais Sergi Pontoise. Donc là, en fait, il me trouve 13 documents. Alors, il me trouve des... Ouais, ici, c'est Sergi. Ici, c'est Pontoise. Donc là, il ne fait pas du and, il fait du ou. Et il trouve aussi, ici, c'est Sergi Pontoise. Mais le truc qui est intéressant à remarquer dans ce qu'on voit là, pour moi, c'est l'ordre dans lequel les documents reviennent. On voit que Sergi Pontoise revient en haut de la liste. Pourquoi ça? Parce que le score, qui a été calculé par Elasticsearch, un score, ça va juste nous permettre de faire le tri. Ce score-là est plus élevé pour ici c'est Sergi Pontoise que pour ici c'est Pontoise. On voit qu'ici c'est Pontoise, il est à 0,91. Alors comment est calculé le score? Le score va être fonction de la fréquence des termes que vous allez trouver, que vous cherchez. Donc ici je trouve Sergi et Pontoise. Donc je vais en fait cumuler le score de Sergi avec le score de Pontoise et je vais rajouter les deux scores ensemble. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles le score est plus élevé. Ce qui va rentrer aussi en ligne de compte, parce qu'on pourrait se dire ici, j'ai Pontoise qui est à 0,91. Pourquoi Sergi est à 0,33 finalement, alors que j'ai finalement le terme, j'ai qu'un seul terme qui est trouvé. Pourquoi ils n'ont pas le même score? Ce qui rentre en ligne de compte aussi, c'est la fréquence du terme que vous cherchez dans l'ensemble de l'index. Ce que ça veut dire en français, c'est que plus vous allez trouver des termes rares, plus votre document va être pertinent. Un document qui est noyé sous le nombre de Sergi, par exemple, ça ne sert à rien de le remonter celui-là, parce que Sergi n'est pas déterminant comme critère. Par contre, Pontoise l'est un peu plus. Donc la fréquence du terme dans l'ensemble de l'index rentre en ligne de compte. Ça peut se montrer si je rajoute beaucoup de Pontoise, donc j'en rajoute quelques-uns, je ne sais pas combien, et que je réexécute la même recherche. J'ai toujours mes Sergi Pontoise en haut de la liste, mais dessous, j'ai mes Sergi qui sont passés au-dessus. Pourquoi? Parce que Pontoise est devenu plus fréquent que Sergi. Et donc Sergi étant devenu plus rare, je mets Sergi en avant maintenant. Ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est la longueur du texte dans lequel vous cherchez. En français, ça veut dire que plus vous allez chercher, plus vous allez trouver de façon fréquente les textes que vous cherchez dans un texte court, plus ça va être pertinent et de façon rare. Donc, autrement dit, si vous trouvez ce que vous cherchez dans un titre de livre, ça a beaucoup plus de poids que dans le corps du livre. Bah ouais, parce que le titre est un texte beaucoup plus court. Donc, voilà à peu près comment marche un algorithme de scoring dans Elasticsearch. Et comment nous, on vous ramène les résultats. Je vous ai dit tout à l'heure, au fait, vous savez, pour Pilato David, là, qu'on ne trouvait pas. Donc ça aussi, c'est pareil, hein, quel que soit l'ordre de termes, ça marche de la même façon, hein, ça va matcher. Okay, ça va passer. Ok. Donc voilà pour ça, pour cette partie-là. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur un petit peu plus de volume. Et donc, je vais utiliser un injecteur. Alors, j'ai développé un injecteur en Java. Qui est ici, donc je vais faire ssh bbl.pilato.fr. Donc je vais me connecter sur une machine qui tourne dans Google Cloud, mon instance élastique et Kibana tourne dans Google Cloud, et je me suis mis dans la même région, j'ai démarré une machine dans la même région. Et donc j'ai développé un injecteur en Java qui va simplement me générer aléatoirement des personnes physiques. Vous allez voir à quoi ressemblent les documents que je vais injecter. Et il va en injecter 1 million et il va les envoyer par paquet de 10 000 à Elasticsearch. On a une API qui s'appelle la Bulk API qui permet d'indexer du volume très rapidement. Alors pour la question, pour les termes à moitié saisis, comme si on saisit Sergi Pont, ça c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure si on a le temps.
avec la possibilité de faire de ce qu'on appelle du n-gram, justement, ou du edge n-gram pour récupérer les premières parties des lettres. On pourrait faire du wildcard, mais je vous déconseille de faire du wildcard, c'est vraiment pas performant. Il vaut mieux utiliser une autre stratégie pour ça. Après, il y a des algorithmes spécifiques et des API spécifiques de complétion, de suggestion, etc. dans Elasticsearch, mais ça, on ne va pas le découvrir aujourd'hui, on n'aura pas la possibilité. Mais c'est supporté. Donc, je démarre mon injecteur. Il est connecté à mon cluster. Et voilà un document type. À quoi ça ressemble? J'ai un nom, une date de naissance, un genre, nombre d'enfants, des compteurs, des données marketing, c'est des compteurs avec des valeurs aléatoires entre 0 et 2000. Et puis une adresse qui est structurée de cette façon-là, Angleterre, ville, et puis des coordonnées latitude, longitude. Donc j'en génère, vous voyez là, c'est tous les 10 000, ça flush vers Elasticsearch. Et vous voyez que ça va assez vite quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une recherche sur mon index personne. Là, il me dit que pour l'instant, il a indexé 502 016 documents. Si j'exécute à nouveau cette recherche, on voit que j'en ai 613 494, etc. Et donc, mes documents arrivent au fil de l'eau, au fur et à mesure que je suis en train de vous parler. Donc là-dessus, je peux faire, comme tout à l'heure, une requête query. Je vais faire une match query et je vais faire sur le champ name. Je vais chercher, voir si j'ai des Joe dans mon dataset. J'exécute. En 6 millisecondes, quel que soit le volume que j'ai, je sais que j'ai 1491 Joe qui correspondent à mes critères. Là, vous avez un exemple qui est sympa, c'est qu'il se trouve qu'on a généré un Jojo, et on voit que le score est de 8,90, alors que ma liste Joe, vous voyez, j'ai qu'une seule fois le terme, et il est de 6,55. Donc, ce que je vous parlais de la fréquence des termes, vous le voyez ici en application. J'exécute encore. 1542, j'ai l'impression que ça ne bouge plus. Alors, je vais changer la taille de la page. Je vais mettre page taille 0. Je n'ai pas besoin de voir les documents. Et puis, on va voir où on en est exactement. Voilà. Donc, j'ai fini d'injecter mon million de documents. Vous avez vu qu'injecter 1 million de documents, ça n'a pas coûté très cher côté Elasticsearch pour le faire. Généralement, ce que vous allez constater dans vos systèmes d'information, ce qui va être long, c'est de récupérer depuis une source. Quand j'étais en douane, moi, par exemple, je récupérais mes documents, enfin mes entités depuis une base Postgre. Et alors, j'avais des entités pour lesquelles c'était très simple. J'avais juste une seule table. Et alors là, je faisais du 10-15 000 par seconde à peu près, parce que j'arrivais bien à lire de la base et à envoyer vers Elasticsearch. Par contre, quand j'avais des entités beaucoup plus complexes à régénérer avec des joins en folie et en veux-tu, en voilà partout dans les tables, là, je descendais à 20 documents par seconde, mais ce n'était pas Elasticsearch qui me ralentissait, c'était vraiment le côté tiré depuis la base de données qui était assez long. Alors, c'est sympa, j'ai mon résultat, mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est la distribution de mes documents. J'ai 1 million de documents, mais qu'est-ce que ça représente d'un point de vue métier, ça? Je vais faire ce qu'on appelle des agrégations, l'équivalent des anciennes facettes dont on parlait tout à l'heure. Je vais faire une agrégation par année, donc ça c'est le nom que je lui donne, et je vais faire par exemple un histogramme de date sur le champ date de naissance, et je veux créer un intervalle par année. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je prends mon million de documents, je fais des buckets par année, et je veux compter le nombre d'individus que j'ai par année. En gros, c'est ce que je veux faire, un regroupement, une sorte de group by. Je fais ça. Alors, la première requête peut coûter un petit peu cher. Bon, 38 millisecondes, ça va, c'est pas non plus délirant. Pour mon million de documents, en 1940, je sais que j'ai 14 310 individus. En 1941, j'en ai 14 340, etc., etc. Alors, je peux rajouter une autre agrégation. Je vais en mettre une ici. Je vais faire, par exemple, la répartition par genre. Je veux faire ce qu'on appelle une terms agrégation. Terme, c'est donne-moi sur un champ donné, ici gender, le top 10 des valeurs que tu vois pour ce champ-là. Donc j'exécute, pareil, en 55 millisecondes. J'ai toujours mon agrégation histogramme ici. Et dessous, je vois maintenant ma répartition homme-femme. Je sais que j'ai 510 464 femmes et 489 536 hommes. David, Ouais. Ils sont très polis, ils n'osent pas te couper et ouvrir les micros. Il y a une question sur le chat. Oui, je vois. Je monitore le chat, merci. Okay. Aussi. Mais n'hésite pas. Ouais. Donc, oui, la question, c'est donc, il a automatiquement détecté que le champ date of birth est de type date. Alors, il peut le faire. Dans ce cas-là, il le ferait également. Mais moi, ce qui se passe, c'est que dans mon injecteur, j'ai forcé le mapping à utiliser.
Et c'est une bonne pratique. Si on a le temps aussi, tout à l'heure, on parlera du mapping. Et donc, c'est une bonne pratique, c'est de forcer le mapping. Mais oui, sur un champ date formé en format ISO, je ne sais plus lequel, il reconnaît ce type de format date. Donc, cette agrégation par genre, ici, je vais aussi l'utiliser. Je vais la remettre, non, c'est celle-là. Je vais refaire ici, sous mon agrégation histogramme, je vais faire ce qu'on appelle une sous-agrégation. Et je vais dire, ouais, c'est celle-là, clac, 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 ça. Je vais la remettre pardon, ici. C'est le problème avec les accolades, il ne faut pas se tromper dans l'indentation. Format. Voilà. Je vais dire pour chaque bucket d'année maintenant, donne-moi la répartition homme-femme. J'exécute ça. Pareil, vous voyez, en 78 millisecondes pour mon million de documents. Je sais qu'en 1940, j'ai 14 310 individus. Et cette fois, j'ai aussi l'agrégation homme-femme, 7298 femmes, 7012 hommes, année par année. Allez, je vous en rajoute une autre pour le fun. Je veux faire une autre agrégation. J'ai un champ numérique, c'est le nombre d'enfants. Et ici, par exemple, je veux faire la moyenne du nombre d'enfants. Donc, par année, ensuite, je calcule la répartition homme-femme. Et pour chaque homme-femme, je veux avoir la moyenne du nombre d'enfants de cette année. J'exécute. 1940, toujours 14 310 individus, 7 298 femmes et 1,98 enfants en moyenne. Rappelez-vous que tout ça, c'est couplé avec un moteur de recherche puissant. Là, on est plutôt dans un moteur d'agrégation, mais il y a le moteur de recherche aussi. Si je fais mon match de tout à l'heure sur le champ name avec mes champs, mon Joe, 1 million d'individus, en 6 millisecondes, je sais que j'en ai 1542. En 1940, j'en avais 29, dont 21 hommes et 8 femmes, et les 8 femmes en question ont 0,875 enfants en moyenne. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la puissance de l'outil ici. Et tout ça se fait en temps réel. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont précalculées. C'est-à-dire que vous avez vu, quand je change la requête, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Le champ personne, il n'était pas peuplé avant. L'index personne n'était pas peuplé avant. On fait vraiment ça. On interroge Elasticsearch quand on a besoin de l'interroger. Alors, on va passer sur une autre partie qui est, je vais vous montrer un truc petit peu plus visuel, parce que ça, je pense que pour les gens qui n'ont pas qui ne sont pas très techniques, analyser des documents JSON comme ça va peut-être pas trop leur parler. Donc, on va aller faire autre chose. Alors, Steve pose une question. Si l'on veut changer la structure de nos documents déjà indexés, nom d'un champ ou type d'un champ, la réindexation est-elle coûteuse? Alors, oui et non. Ça dépend d'où tu relis. Si tu relis depuis ta base de données source parce qu'il te manquait une donnée, par exemple, bah, c'est toujours encore une fois la lecture depuis cette base qui va sans doute te ralentir. Si tu n'as pas besoin de ça, si tu as juste besoin de rechanger la façon dont un champ qui est déjà indexé doit être remanipulé par Elasticsearch de façon différente en changeant par exemple l'analyse de texte, là tu peux utiliser l'API de réindexation qu'on a dans Elasticsearch qui permet de faire ça nativement pour toi. Après, les vitesses que tu vas obtenir, ça va être vraiment fonction de la taille de tes documents eux-mêmes. Pour des petits documents comme ça, ça devrait être super rapide à faire. Je ne peux pas te donner d'ordre de grandeur parce que ça dépend tellement du cas d'utilisation que voilà, mais oui, c'est assez rapide de relire Elasticsearch par lui-même en fait et de le faire réindexer par lui-même. Je vais en profiter. Alors, du coup, je vais unmute le micro, ce coup-là. Je me demandais, est-ce qu'il y a notion de péremption de données, enfin, la capacité à purger des données qui seraient trop vieilles, parce que j'imagine que là, on a bouffé 1 million de données, c'est bien. Ça peut probablement bouffer 10, 100 fois ça. Mais à un moment donné où peut-être c'est plus intéressant, typiquement pour du monitoring. Tout à fait. Alors, typiquement, c'est le cas des index temporels où tu consommes des données donc effectivement qui ont un timestamp à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est créer des index par période de temps, on va dire des index journaliers, c'est le truc par défaut que fait la suite élastique, où tu vas créer un index par jour. Et disons que tu veux garder un mois de données en ligne, et ben, au bout d'un mois, tu vas demander à Elasticsearch, élimine-moi tout ce qui est plus vieux d'un mois. Donc, tous les index plus vieux d'un mois, tu les drops. Donc, automatiquement, toutes les données qui sont dans cet index vont être aussi supprimées. Il ne faut pas faire du delete by query. Du delete by query, c'est très coûteux, en fait. Par exemple, prendre
mettre toutes les données dans un seul et même index et puis effacer les données qui sont plus vieilles que une date donnée, à ce moment-là, ça va te coûter cher parce que faire des deletes dans Elasticsearch, en réalité, on rajoute une information pour dire qu'on vient d'effacer. Et au bout d'un moment, on va purger. Donc, c'est beaucoup moins rapide que de vraiment faire du drop d'index. Faire du drop d'index, ça, c'est immédiat. Alors, il y a des Mais du coup, on possibilités. peut se permettre de faire de la recherche cross-index, parce que Oui, du coup, si bien on... sûr. Oui, oui, D'accord, oui. ok, Je l'ai pas d'accord. dit, mais oui, tout à fait. C'est là pour le coup, c'est ce que fait par défaut Kibana et les outils qu'on a derrière, les FileBit par exemple dont je parlais, ils créent des index journaliers, mais tu vas chercher dans tous les index qui commencent par le nom du log, étoile, et hop, tu cherches dans tout ça. Oui, tout à fait. Il y a plein de possibilités qui sont apportées depuis peu d'ailleurs. Notamment, des fois, vous avez dans des cas d'utilisation de prod, ce qui est intéressant, c'est on va chercher dans 99% des cas dans les données du jour, voire de la semaine, un peu moins dans les données du mois, et beaucoup moins dans les données de l'année d'avant, et encore beaucoup moins dans les données des 10 ans d'avant. Pourtant, il faut garder les 10 ans de données, parce qu'on a des contraintes juridiques. On a différents niveaux, en fait, tout à l'heure je l'ai un petit peu évoqué quand j'ai montré les couches cloud, on a des notions de warm, on a des notions de cold, et maintenant on a des notions aussi de frozen. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est prendre nos vieilles données, et même pas que nos vieilles données, nos données d'une manière générale, sans arrêt les backuper sur un système d'archivage beaucoup moins coûteux, par exemple comme S3. Et si on a besoin ensuite d'aller réinterroger ces index-là, on peut le faire aujourd'hui avec les notions frozen qu'on a. On va pouvoir aller faire des queries, même dans nos données backupées. Évidemment, ça sera beaucoup moins rapide que ça, mais on va quand même continuer à répondre aux besoins. Donc, autrement dit, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'avec Elastic, vous n'avez même plus besoin d'effacer vos données pour des notions de coût. C'est-à-dire vous pouvez les garder quand même en ligne dans un index frozen et être quand même capable de les requêter par la suite. Alors, pourquoi key est un nombre négatif? Alors, key, les dates dans Elasticsearch, en fait, sont stockées sous forme de timestamp avant 1970. Donc ici, typiquement, 1940 étant avant 1970, c'est le nombre de millisecondes avant 1970. Donc c'est pour ça que cette clé est négative. Dès qu'on va dépasser 1970, je ne sais pas où j'en suis, 69, on est négatif. Voilà, en 77, là, on redevient positif. On est des millisecondes après 1970. Ah oui, ben c'est bon. Pascal avait répondu d'ailleurs. Merci. Ok. Moi, j'ai une question, du coup, parce que là, effectivement, la présentation, on voit que les performances, effectivement, elles sont rapides, et surtout que vous avez parlé de pouvoir stocker, par exemple, sur une dizaine d'années des logs. Nous, on a mis en place un ELK, justement, pour notre personne phare, là, et on a vraiment des problèmes de performance, c'est-à-dire on peut restituer sur Kibana, en fait, 7 jours. Au-delà de 7 jours, en fait, ça fait planter carrément le Kibana parce que, justement, je pense que la recherche, je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche. Donc, du coup, je suis un peu étonné. Enfin, c'est notre expérience à nous. Hein. D'autres collègues ont eu des expériences beaucoup plus positives sur ce produit. Du coup, au niveau là, par exemple, pour cette démo-là, au niveau des nodes du cluster, vous avez combien de nodes qui peuvent justement répartir les index sur ma démo, là? Oui, sur la démo. Voilà, c'est un tout petit cluster. Alors, j'ai 2 nœuds, c'est juste pour l'aspect sécurité, mais en fait, les données sont même pas réparties sur 2 nœuds, parce que j'ai qu'un shard primaire. Et le nœud, il a 2 gigas de heap. D'accord, parce que nous, on était quand même sur 6 nœuds, et même avec 6 nœuds, on n'arrivait pas à aller plus loin que 7 jours d'affichage, quoi. Donc, alors, je ne peux pas répondre à la question, évidemment, parce que j'ai pas accès au cluster. Il n'y a pas accès au cluster, c'est sûr. Mais alors, il y a 2 possibilités, ça, on pourra en parler plus tard, hein, mais soit il faut demander à Alexandre et Kamal de l'aide, qu'il y ait quelqu'un qui, chez nous, vienne vous aider à voir ce qui se passe et à vous fournir du support et compagnie. Soit il faut poser la question, j'en parlais tout à l'heure, dans la mailing list d'Elastic, sur discuss.elastic.co, qu'on vous aide à diagnostiquer ce qui se passe. Parce que c'est pas normal,
Je sais pas quel volume vous avez, mais C'est des logs. Alors pour par exemple Navi 5, on a bientôt pu. C'était des logs, c'était 50 gigas de logs par. Je crois que c'était par coverage. J'ai un doute. c'est quoi par jour? C'était par jour, ouais. Mais Ouais. alors, je crois que c'est par coverage si je me trompe pas, ou si c'est pour l'ensemble. Ça, j'ai un doute. Je me rappelle plus exactement. Mais je trouvais que c'était pas non plus énorme. Enfin, je Mais pensais non, que non. c'est pas du tout énorme, effectivement. Et- Non, non. Donc il doit y avoir un souci quelque part. Enfin, faut regarder. Je sais pas. D'accord, parce que, pour avoir l'information sur l'infrastructure, mais je vais laisser continuer sur la présentation parce que c'est pas Non. le but. Mais voilà, c'est juste pour moi, pour information, effectivement, vous avez un petit cluster, ça marche très bien. Je parlerai tout à l'heure de certains de nos utilisateurs. Il y en a qui indexent. Alors combien ils ont? C'est. Ah non, j'ai perdu le. Ils ont des. Alors, c'est combien c'est? Alors, ils sont à plusieurs pétaoctets de données dans leur cluster. Ah, oui, c'est 1 million de documents par seconde. Voilà, c'est ce qu'ils indexent. 1 million de documents par seconde. Je suis en train de rechercher le chiffre. Ils sont à 1 million ou 10 millions de documents par seconde. Je ne me rappelle plus exactement. Bref, c'est un cluster où il y a des milliers de milliards de documents dans leur cluster et ils arrivent toujours à chercher dedans. Donc après, effectivement, il y a l'infrastructure qui va avec derrière et tout ça. Hein. Mais oui, il faut regarder. Peut-être que c'est une conf de HIP qui est mal faite. Peut-être que c'est Kibana qui est mal tuné. Peut-être que c'est une vieille version de la stack. Voilà. D'accord. Je ne vais pas continuer là-dessus. C'était juste pour avoir cette information-là. Ouais. Non, c'est anormal comme comportement. C'est pas ce à quoi on s'attend. Et une chose dont on est sûr, c'est que nous, on n'a jamais de vieille version, donc c'est forcément la dernière. Bon. Donc si Et c'est une blague. quelque chose déjà. C'est une blague, David. Oh là 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 là. C'est la dernière d'il y a plusieurs années. Mais ouais, non, après, il faut retrouver la version. Mais voilà. Ouais, je ne peux pas dire comme ça. Je ne peux pas commenter. Donc, continuons. Je vous ai dit qu'on allait faire du Kibana, ce pourquoi il est normalement prévu. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait des dashboards. Donc, pour ça, on va dans l'onglet dashboard. On se crée un nouveau dashboard. Et puis ici, on va pouvoir se créer des petites visualisations pour représenter nos données. Donc, par exemple, je vais faire Create Panel. On utilise Lens, c'est le truc à utiliser par défaut. Si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez ça. Alors, il me dit pour l'instant qu'il n'a pas de données. Ah non, oui, non, c'est pas ce que je vais vous montrer. Je vais d'abord vous montrer, pardon, Overview et hop, Discover. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis sur mon index personne et ici, il me dit qu'il n'a aucune donnée. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire, c'est regarder un petit peu à quoi correspondent mes données. Donc je vais aller sélectionner entre 1940 et 2010, puisque je sais que je suis entre ces deux dates. Donc je vois bien que j'ai mon million de hits ici, et puis ici, je vois mes documents JSON dessous. Donc je vais sélectionner certains champs de façon à rendre un peu plus joli mon résultat ici. J'en choisis certains. Hop. Donc là, je vois la répartition de mes individus par année. Ce qu'on voit ici en 1971, 14 481, c'est typiquement le résultat du date histogramme qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, maintenant, vous voyez visuellement ce truc-là. Et quand je disais que je cherchais mes Joe, voilà mes Joe, ben maintenant, je vois visuellement la distribution de mes Joe par année de naissance. Donc, j'ai un premier niveau d'information sur mon dataset. Donc, l'autre chose que je veux faire maintenant, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que je veux faire des dashboards à partir de ça aussi. Donc, je veux faire parler la donnée de façon un peu plus avancée que seulement le date histogramme qu'on a vu. Donc, je crée un panel lens et je vais prendre, par exemple, ici, le champ gender. Je le drop. Hop, et puis ça, je vais en faire un donut. Voilà, j'ai ma répartition homme-femme, vous voyez ici. Ça me convient. Je fais Save and Return. OK, j'ai un donut. Je vais créer un nouveau panneau. Je vais faire, par exemple, date de naissance. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'histogramme de date. Et puis, je veux avoir la répartition, allez, pourquoi pas, par pays, en plus. Donc voilà, il me fait par date de naissance et par pays. Et puis, vous avez plein d'options pour changer la façon dont tout ça est visualisé. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, mais je veux juste vous montrer ça. Clac. Puis après, ce truc-là, vous dites, allez, celui-là, je veux le mettre ici. Ça, je veux le mettre en forme comme ça, etc. Et vous faites la présentation que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous faites un save, et ça y est, vous avez un dashboard qui est prêt à l'emploi pour votre besoin métier. Alors moi, j'ai déjà fait un dashboard.
pas besoin de le faire. Je vais faire discard change. Yes. Et je vais aller dans le person dataset ici. Donc ça, c'est un dashboard que j'ai déjà préenregistré. Donc je vois que j'ai mon million de documents. Alors je ne sais plus ce que j'ai visualisé. Alors à gauche, j'ai quoi? Le nombre de personnes par année de naissance répartis hommes et femmes. Et à droite, le nombre d'enfants en moyenne, apparemment. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ici, j'ai fait quoi? La répartition homme-femme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, j'ai fait la répartition par pays, puis par ville. Donc en Allemagne, voilà les différentes villes. Comme j'ai des données géographiques, latitude, longitude, bah, je peux aussi faire des représentations cartographiques, pourquoi pas. Et ici, j'ai ici mon dataset, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le nom, le genre, le pays, la ville et le nombre d'enfants. Là-dessus, bah, je peux évidemment faire ma recherche de tout à l'heure. C'est là où vous allez voir la puissance du système, c'est qu'en quelques millisecondes, je comprends que du coup, je comprends comment est ma population de Joe. Alors on est d'accord qu'on va aussi ressortir les adresses avec Joe dans ce cas. Je vais préciser si c'est pas clair. Là, on Ouais. cherche Joe, mais on indexe. Enfin, on précise pas. Tout à l'heure, on faisait une query où on indexait bien sur le champ name de Joe, mais là, on dit Joe Ah dans oui, tout le document. donc, C'est ça? effectivement. S'il y a des adresses qui contiennent le mot-clé Joe, on va aussi les sortir. Oui, tout à fait. Ouais, typiquement, si j'ai des personnes qui s'appellent France, bon là ça marche pas. Ah oui, je sais pourquoi ça ne marche pas, parce que j'ai indexé d'une telle façon que France ne marchera que si je fais ça. Alors j'avais pas de personnes dont le prénom est France, mais si ça avait été le cas, j'aurais sorti aussi des personnes dont le nom contient France et dont le pays est France. Par contre, on peut faire ça. Tu peux faire un truc, alors je pense que tu peux faire name. Oups. Ah, name égale Joe. Et là, tu vas contraindre. Tu vas vraiment dire, je ne cherche que dans le champ name dans ce cas-là. Tu peux faire ça. Donc, on va chercher sur tout mon dataset et on va analyser un petit peu ce qu'il y a ici. Et on va faire ce qu'on appelle de la navigation par facette. Donc ici, par exemple, je veux voir que les femmes. Je vais cliquer ici, ça va me rajouter un filtre. Donc je fais du drill down en fait. Je vois maintenant 510 464 femmes. Je peux reprendre mes Joe femmes d'ailleurs. Pourquoi pas, tiens, je reprends mes Joe qui sont des femmes. Clac. Voilà, j'ai 407 Joe femmes. Bon, je vais reprendre tout, dataset. Je vais voir celles qui sont nées dans les années 70. Donc je sélectionne cette partie-là. Ok, je m'approche. Je vois celles qui sont plutôt en France. Alors je vais faire. Et à Cergy, tiens, je vais cliquer ici. Clac. Je vais faire les deux. La France et Cergy. Ok. Tiens, et je vais zoomer du coup un petit peu. Alors en fonction, là on utilise Kibana Maps derrière. Et en fonction du niveau de zoom que vous avez, ben, vous allez afficher des visualisations plus ou moins différentes. Vous voyez, là j'ai fait une sorte de halo lumineux là. Mais là après j'affiche ici vraiment des clusters. Tac, puis je vais zoomer un petit peu. Moi j'habite quelque part par là. Voilà, là on voit tous les Joe qui sont des femmes. Et en fait on voit même aussi les documents eux-mêmes. Je suis suffisamment rapproché pour afficher les documents. Donc c'est ce qu'on voit dans cet endroit-là. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est des trucs assez sympas, du style, je dessine une petite forme, clac, je veux voir toutes les femmes nées dans les années 70 qui habitent à Cergy et dans mon quartier. Voilà. J'ai refait Mythique, hein, si vous voulez, c'est le même principe. Puis comme ma femme est dans le même service, je vais même faire une négation, je vais dire, voilà, toutes les femmes de Cergy, mais pas celles de mon quartier. Donc voilà, j'ai retrouvé ici ce que je cherchais. Les voilà en question. Donc tout ça pour vous montrer qu'à partir du moment où vous avez indexé de la donnée dans Elasticsearch, vous êtes capable de la requêter comme vous voulez en temps réel. Là, je peux vous réinjecter de la donnée et vous allez voir ces chiffres-là évoluer en temps réel également. Donc c'est assez puissant. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? C'est bon? Je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle Kibana Canvas, que je trouve très sympa. Donc ça, imaginez, vous avez une présentation à faire à votre management ou que sais-je. Voilà. Donc là, c'est une petite présentation que j'avais faite pour dire je vais vous présenter Elasticsearch. Voilà.
Donc voilà ce que vous pouvez faire avec Elastic, blablabla, voilà qui je m'appelle, et j'ai un dataset avec 1 million de personnes, et voici les champs que j'ai dans mon dataset, etc., etc. Et en fait, ce que vous voyez ici, ce n'est pas des slides. En fait, ce sont des slides qu'il y a dans Kibana. Ce que vous voyez en la première couronne ici, c'est la répartition homme-femme des individus. La deuxième couronne, c'est la répartition par pays. Ici, vous voyez le nombre total d'individus. En bas, vous voyez un histogramme de dates réparti homme-femme par année. En fait, c'est mon vrai dataset que vous voyez ici. Et ici, à droite, vous voyez le nom, le genre et les pays. Si je sélectionne que la France, vous allez voir le nombre d'individus qui change. Si je sélectionne que les femmes, hop, pareil, le nombre d'individus a changé et toutes mes courbes se mettent à jour. Et quand je retourne dans mes slides, je vois que je suis en train de regarder 126 392 documents. Tout ça pour vous dire qu'il y a cette option qui s'appelle Kibana Canvas, qui est dans Kibana, qui existe, qui vous permet de faire des slides et des présentations beaucoup plus encore jolies que les dashboards que vous avez vus. Les dashboards, c'était pas mal, mais alors là, vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin. Vous pouvez même mettre ça sur un mur d'image, faire des slides qui avancent automatiquement, et puis en fonction des volumes de données qui rentrent dans votre système, voilà, ça se met à jour automatiquement, etc., comme vous venez de le voir. Voilà, je voulais en profiter pour vous montrer ce truc-là. Et je retourne dans ce que je voulais vous montrer après, les DevTools. Donc, je vous disais ici, quand on indexe une chaîne de caractères, Elasticsearch il fait un certain nombre de transformations derrière pour fabriquer l'index inversé. Ça s'appelle l'analyse de texte. Et on a une API qui s'appelle _analyze qui vous permet de comprendre ce que va faire Elasticsearch avec un texte que vous voulez indexer. Ici, je vais indexer ce texte. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Si j'utilise l'API d'analyse avec l'analyseur par défaut qui est utilisé par Elasticsearch au moment de l'indexation et de la recherche, voilà comment cette chaîne de caractères va être transformée. On voit que ça génère plein de tokens, c'est ce qui va constituer l'entrée de l'index. The, par exemple, a été mis en minuscule. On voit l'effet du passage en minuscule dont je parlais tout à l'heure. Et le dog, il n'y a plus le point d'exclamation, par exemple. Okay. Donc voilà ce qui est fait. Peut-être que vous savez comment, en quelle langue est fait votre texte. Si vous le savez, vous pouvez utiliser un analyseur spécifique pour la langue, par exemple un analyseur anglais. Si j'applique l'analyseur anglais à la même phrase, je vois que the, typiquement, a disparu, parce que c'est un mot courant de la langue anglaise qui apporte assez peu d'intérêt, donc ils ont décidé de l'éliminer. Quick brown fox jumps est devenu jump. Ça veut dire que si je cherche jumping ou jump, j'essaye avec jumping maintenant, je vois que jumping devient jump aussi. Donc que je cherche les jumps, jump ou jumping, tout ça, ça va matcher finalement, puisqu'on va se retrouver sur les mêmes termes. Okay. The lazy dog. Ah, lazy, vous voyez, il a mis un i, alors peut-être pour gérer le cas, laziness et lazy. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Alors, c'est quoi un analyseur de texte? C'est composé de plusieurs éléments. C'est composé de ce qu'on appelle un tokenizer. Alors, il y en a plusieurs, mais là, je vais prendre le tokenizer standard, et de token filters. Et pour vous montrer comment c'est fait, je vais vous en construire un ici. Donc, je prends cette chaîne de caractères. L'éléphant est rose et il trompe énormément. Et je vais exécuter ça avec seulement mon tokenizer standard. Donc, le tokenizer, il va fabriquer des tokens. Il prend la chaîne, il découpe là aux espaces ou au changement entre des chaînes de caractères et des valeurs numériques et ce genre de choses. Par exemple, il va faire des découpes. Et donc, il va dire ici, il me fait un token qui s'appelle l'éléphant, et rose, et il trompe énormément. Donc, il n'y a plus le point d'exclamation, et il a découpé aux espaces. Très bien. Le truc, c'est que si j'ai un utilisateur qui cherche rose en minuscule, ça ne va pas matcher. Parce que dans l'index inversé, j'ai rose en majuscule. Donc, un des premiers filtres que je peux appliquer ici, c'est de dire, je veux mettre ça en lowercase, par exemple. Si j'exécute ça, je vois maintenant que tout est passé en minuscule. Donc, mon rose majuscule ou mon rose minuscule, tout ça, ça va devenir rose minuscule égale rose minuscule, donc ça va matcher. Et on va trouver le document. Est-ce que ça détecte automatiquement la langue du texte? Non. Par contre, on a un moyen avec ce qu'on appelle un ingest pipeline, et avec un plugin qui vient de la communauté, qui vient d'un de mes collègues, de faire de la détection de langue. Donc ça pourrait être possible d'enrichir. Mais par défaut, il ne le fait pas.
l'étape d'après, j'ai des mots qui ne m'intéressent pas. Le « et » ici, le « et »,« il », ce pas des mots qui m'intéressent à indexer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ce qu'on appelle des stop words. Et si vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à présent, en fait, tout à l'heure, dans l'analyseur anglais, il y avait un dictionnaire de stop words anglais pour supprimer certains mots. Donc là, je le configure en French en disant, vas-y, supprime les mots courants de la langue française. Et on voit qu'il a supprimé le « et », il », qui ne sert à rien dans mon cas. Alors, je peux rajouter des mots. Hein. Si, par exemple, j'aime pas le rose, je veux dire, voilà, supprime-moi aussi le mot rose. Pourquoi pas? Parce qu'il apporte peu de valeur. Faites ce que vous voulez. Ensuite, je veux gérer ce cadre de l'apostrophe ici. Là, si mon utilisateur cherche éléphant, ça ne va pas matcher. Ça ne marchera que s'il cherche l'éléphant et l'apostrophe. Donc, pour enlever ce L', on peut utiliser ce qu'on appelle de l'élision. C'est ce qu'on voit ici, donc je le rajoute ici. Tac. Quand je rajoute de l'élision, avec j'ai mis que quelques lettres sur lesquelles appliquer l'élision, mais voilà, le L', le M', le T', etc. vont être supprimés. Donc maintenant, j'ai éléphant. Très bien. Mais j'ai des utilisateurs aussi qui ne savent pas, en fait, peut-être mettre les accents ou qui ont seulement un clavier ASCII et qui ne peuvent pas mettre d'accent facilement. Ils vont chercher élephant. Ben, ça ne matchera pas parce que élephant est différent de éléphant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un ASCII Folding Token Filter, ici, que je rajoute. Et celui-là, en fait, il va transformer les caractères accentués en leur équivalent ASCII. Donc, au lieu d'indexer éléphant, je vais indexer élephant. Et que je cherche des éléphants, des éléphants avec les mauvais accents ou un accent sur deux, ben, tout ça, ça va matcher. Alors, la question, est-ce que par défaut, c'est anglais? Non, par défaut, c'est un standard analyzer. Pour le mettre en anglais, il faut vraiment mettre l'analyzer English comme j'ai fait ici. Dernière chose, on peut utiliser du stemmer. Alors le stemmer, ça va servir à quoi? Ça va servir à indexer, plutôt à trouver ou à générer les infinitifs des verbes ou les radicaux des mots. Donc le stemmer qui s'appelle Light French ici, je vais l'utiliser. Et vous voyez que le mot trompe, par exemple, va être tronqué. Énormément va être tronqué aussi. Donc si je cherche énorme, énormément, ou si je cherche tromper, AIT, ou trompe, ou trompa, ou que sais-je encore, tout ça, ça va devenir trompe et ça va matcher aussi. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est exactement ce qu'il y a dans l'analyseur French. L'analyseur French, quand vous utilisez analyseur French, en fait, par défaut, ce qu'on a fait nous, enfin, ou ce qu'a fait Lucene en réalité, c'est qu'il a appliqué ce tokenizer standard et ces filtres-là. Vous voyez, il n'y a pas de magie derrière. La façon dont c'est fait, ça va le faire comme ça. Oui, alors, si je mets les éléphants ici, ça devient aussi éléphant sans pluriel. Mélanger les langues, non. Pour ça, il y a un article qui est sur notre site qui explique quelles sont les stratégies qu'on peut avoir lorsqu'on a besoin de mélanger les langues. Donc, ça peut être des index par langue, ça peut être des champs par langue. On ne pourra pas appliquer vraiment plusieurs analyseurs à exactement le même champ. Alors, il y a un petit moyen de le faire, mais ça va donner des résultats qui ne sont pas terribles. Il vaut mieux savoir à l'avance, effectivement, quelle est la nature du champ, alors que d'essayer de faire du truc comme on peut sans trop le savoir. Après, si on n'a pas d'autre choix, hein, si on ne sait pas quelle est la langue de la personne, ben, on va essayer plus ou moins, et puis ça va donner des résultats plus ou moins précis. Hein, c'est le truc. Hein. On va essayer de donner toujours les résultats, ce qui nous semble les meilleurs en haut, mais en haut de la liste, mais bon, ça va faire plus de bruit. L'élision n'est pas un mot pour la position, l'article oui. Oui, effectivement, l'élision n'est pas un mot. La façon dont on a tokenisé fait que la première position du mot, ici le L' ne rentre pas en ligne de compte. Alors que les stop words rentrent en ligne de compte. Ouais, bonne remarque. Après, on pourrait... Ouais, Pardon. Vas-y, termine.
Après, on pourrait le changer en utilisant un autre tokenizer que celui-là et en complexifiant un peu le truc, mais bon, là, je pense, dans mon cas d'usage, il n'y a pas ce besoin-là. J'avais une question, du coup, ces filtres, ils sont utilisés à la fois pour l'indexation et Ouais, à la fois quand on fait une query. c'est ça. D'accord. Donc ils sont vraiment associés à l'index, c'est ça? C'est lui qui va gérer ça? Alors, je vais montrer juste après comment ça se configure, Ah, en fait, d'accord. Ok, exactement ok. ce truc-là. Très bien. Je vais vous montrer un petit cas. Tac, 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 tac. Oui, donc, je vous ai parlé du stemmer qui est le light French, donc qui est utilisé dans ce cas-là. Et donc, dans le cas de l'analyser français. Mais vous pouvez configurer un stemmer un peu plus violent, qui est le stemmer French. Et là, vous allez voir, au lieu de éléphant rose trompe énormément, ça va générer élève rose trompe énorme. Donc, ça va nous permettre de récupérer plus de documents. Si on met rosé au lieu de rose, bah, peut-être, là, pour le coup, ça va passer. C'est peut-être pas ce qu'on voulait, hein, donc ça va peut-être générer du bruit aussi, hein, mais donc ça va être... mais en tout cas, ça peut être un moyen, si vous avez ce besoin-là, de catcher encore plus de résultats quand vous faites une requête. Si je cherche des éléphantes, ça va devenir élève. Élève égale élève, ça va matcher, donc on va retrouver nos documents. Alors, j'étais tombé dans un cas un peu particulier quand j'étais en douane, avec mon analyseur français. Quand j'indexais un avion, ça se passait bien. Et quand j'indexais des avions, ça se passait pas bien. Est-ce que vous savez pourquoi? Il le prend C'est une comme un conjugaison. verbe. Exactement. Des avions, c'est nous avions du verbe avoir. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi un dictionnaire de stop word. Et avoir est un mot courant de la langue française. Donc, il est dégagé de l'index. Donc, pour arriver à retrouver des avions, bah, il faut changer l'ordre des filtres, par exemple, pour que le stop word passe à un certain moment et pas nécessairement quand on a transformé le verbe, quand on a transformé avion en verbe avoir, par exemple. Voilà, donc, c'est des trucs un peu bizarres qui peuvent arriver. Tout ça pour vous dire que l'API underscore analyze est super utile dans ce cas-là, quand vous faites de la recherche full text. Utilisez ça pour comprendre ce que fait Elasticsearch. Il n'y a pas de magie derrière. C'est vraiment des structures qui sont générées, des structures avec lesquelles on compare, et si ça match, c'est bon. Donc voilà, utilisez l'API analyze pour comprendre ce qui se passe. On a parlé des n-grammes aussi tout à l'heure, il y avait une référence à ça. Donc dans Elastic, on a la possibilité de faire aussi du n-gramme. Alors il y a deux choses, il y a le edge n-gramme et le n-gramme. Ça, je vais vous montrer du edge n-gramme. Sur le token élève, par exemple, si j'applique le edge n-gramme, ça va me permettre d'indexer des sous-éléments du même token. D'ailleurs, vous voyez qu'il est à la même position, donc c'est toujours le même texte. Mais je vais le même token, je vais l'indexer sous la forme EL, ELE, ELEP, ELEPH. Et ça va me permettre de catcher justement le problème quand je commence. Tout à l'heure, c'était quoi la question? Quand je cherchais CER de Sergi, je crois, c'est ça? Cette question, moi, je retourne dans le... Ouais, c'était le pont de Pontoise. Voilà, le pont de Pontoise. Bah, en faisant du edge n-gramme comme ça, on va être capable de catcher le pont de Pontoise. Parce que le pont va se retrouver dans ce token-là où il y a 3 lettres, les 3 premières lettres, qui vont matcher. Si je veux faire à l'intérieur du mot, je peux faire du n-gramme, où là, ça se déplace à l'intérieur. Donc, au lieu d'indexer LF, je vais indexer EL, ELE, LE, LEP, EPH, EP, EPH, PH. Donc, je me déplace dans le mot avec des largeurs de grammes de plus ou moins grandes ou petites. Donc, c'est pratique, ça, pour remplacer du wildcard query, par exemple. Quand je cherche quelque chose qui contient quelque chose, voilà, en utilisant ça, je peux le faire. Ça a un gros inconvénient, ça prend plus de temps à l'indexation parce qu'il y a plus de tokens à générer. Ça prend plus de place sur disque, évidemment. Donc, c'est plus coûteux quelque part. Okay, mais c'est beaucoup moins coûteux au moment de la recherche. Parce que trouver LEP dans une entrée d'index, c'est hyper rapide. Je vous ai dit qu'on allait très très vite à l'entrée de l'index. Alors que faire un full scan d'une entrée de l'index pour trouver tous ceux qui correspondent à quelque chose, LEP quelque chose, ça c'est hyper coûteux. Donc il ne faut pas faire du wildcard query typiquement. Ne faites pas ça quand vous venez sur Elasticsearch. Alors comment on crée son propre index pour définir et appliquer ses propres settings et ses propres analyseurs de texte? On fait ça comme ça.
Là, je lui définis un index et je lui donne des settings. Par exemple, nombre de charmes, nombre de réplicas, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est pas grave. Et je vais lui proposer ici un analyseur de texte qui s'appelle analyseur français, dans lequel je vais utiliser ce que j'ai envie de faire, on a vu un petit peu tout à l'heure. J'aurais pu mettre French, mais qu'importe. Puis je vais aussi utiliser un analyseur, je vais créer un analyseur qui va s'appeler autocomplete, qui va me permettre de gérer ce cas de Sergi Pont pour faire de l'autocomplétion. Donc, où j'utilise ici mon filter autocomplete que j'ai défini dessous, et c'est un edge ngram, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, commence par. Okay. Et dessous, je définis le mapping. Donc ça, c'est une bonne pratique. Plutôt que de demander... Si, ta question est claire, Stéphane, je vais y répondre. Plutôt que de demander à Elasticsearch d'essayer de déterminer quel est le cas d'utilisation qu'on peut potentiellement vouloir appliquer au document, le mieux, c'est de forcer Elasticsearch à faire ce qu'on a vraiment envie. Donc tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que pour mon index personne, typiquement, moi, j'avais forcé les champs dates, le champ pays, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais obligé de le mettre en majuscules parce que je l'avais forcé d'un certain type pour pouvoir faire des agrégations dessus. Du coup, il refusait de reconnaître le pays si ce n'était pas la même casse. Donc là, pour mon champ description, par exemple, je vais dire, tu vas faire du full text search dessus et tu vas appliquer l'analyseur français qu'on vient de définir. Pour mon champ username, tu vas faire du full text search dessus. Et lors de la phase d'indexation, tu vas appliquer mon analyseur autocomplete. Mais lors de la phase de recherche, tu vas appliquer un autre analyseur simple. Je vais vous montrer pourquoi, juste après. Et pour mon champ city, à l'indexation, par défaut, quand je vais chercher dans city, je vais utiliser l'analyseur français. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'à l'indexation, sur le champ city, il va générer un sous-champ, dynamiquement, il va faire ça, qui va s'appeler city.autocomplete, pour lequel j'ai un autre cas d'utilisation. Donc quand je vais chercher dans city tout court, il faudra que j'ai les termes complets. Quand je vais chercher dans city.autocomplete, je pourrais trouver Sergi Pont, typiquement. Là, ça marchera. OK. Et j'ai aussi un autre cas d'utilisation, c'est que pour le champ city, je veux être capable de faire des agrégations, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou du tri. Et bien pour ça, j'ai besoin d'utiliser un type keyword. Le type keyword, en gros, il fait aucune... il ne découpe pas aux espaces les chaînes de caractères, et il va indexer la chaîne de caractères telle que en entier. Et c'est ce que je veux pour faire des agrégations. Typiquement, si j'ai Rochefort-sur-Mer, j'ai pas envie que ça me génère, et Boulogne-sur-Mer, que ça me génère mer 2 fois, sur 2 fois, Rochefort une fois et Boulogne une fois dans mes résultats. Non, je veux Rochefort-sur-Mer une fois, Boulogne-sur-Mer une fois. Donc je garde le texte en entier, comme ça. Donc j'ai 3 champs en réalité. J'envoie un seul champ city dans mon index, mais en fait, il va être indexé 3 fois de façon différente et pour des use cases différents. C'est là où on voit tout à l'heure quand on parlait des perfs qui pouvaient être plus ou moins bonnes. Bah, si vous faites 3 fois ou même voire 10 fois une indexation un peu différente à chaque fois, évidemment, ça va vous coûter plus ou moins cher au niveau de l'indexation. Donc ça dépend, hein. C'est la question qu'on va toujours vous dire, c'est que ça dépend. Donc j'exécute mon index. Après, je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. La petite question, c'était tout à l'heure, pourquoi je fais ce truc-là, autocomplete et simple. Bah, prenez le cas où j'ai Cergy et Sénac, qui sont 2 villes en France, qui existent. Si j'utilise, lors de la phase d'indexation, mon analyseur autocomplete, ce que j'ai fait dans ce cas-là. Okay. Ça me produit quoi? CE, CER, CERG, CERGY. Puis pour Sénac, ça me fait CE, CEN, CENA, CENAC. Très bien. Lors de la phase de recherche, si je tape Sergi, je commence à taper CER et j'utilise mon analyseur autocomplete. Ça me génère quoi? CE et CER. Donc il va retrouver Sergi. Pas de problème. Si je commence à taper à la place, pardon. Oui. Excusez-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est donc quand je tape CER, il me génère 2 tokens, CE et CER. Quand je compare CE et CER avec l'index inversé, on se rend compte que le CE de Sergi match, très bien, mais le CE de Sénac match aussi.
Ça veut dire que mon utilisateur, il tape CER. Comme ça génère un token qui s'appelle CE, je vais lui proposer CNAC comme résultat. C'est pas bon, puisque CE, ça commence par CEN. En utilisant un analyseur simple lors de la phase de recherche, ce qui va me générer comme token, c'est simplement CER, il va mettre en lowercase en gros, et CER va être comparé à mon index inversé, et cette fois, je vais ne le trouver que pour le terme Sergi, et non pas pour le terme CNAC. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire avec ça. Alors, question. L'intérêt entre edge ngram et ngram est-il uniquement en termes de perf? Non, l'intérêt, c'est que edge ngram, c'est à partir du début du mot, et je continue dans le mot, et ngram, je me déplace à l'intérieur du mot. Oui, alors justement, pardon, c'est pour ça qu'elle n'était pas claire ma question. Okay. Est-ce que dans le edge ngram, il grandit tout le temps? Le token grandit, c'est ça? Donc il va pas. Le token grandit, mais tu lui mets une limite. En fait, il y a une limite basse et une limite haute. Donc là, ici, par exemple, j'ai mis 2 en limite basse et 5 au maximum. Donc il n'ira pas plus loin que ça. Ah, et on ne va même pas finir le mot. OK. Non, c'est ça. OK, d'accord. Par contre, du coup, avec le ngram, on va pouvoir gérer des fautes d'orthographe. Puisque si jamais tu as fait une faute de frappe, tu mets un G à la place d'un F. Finalement, ça va déprécier un petit peu. Et le ngram ne te permettra pas de le faire si tu prends ton mot en entier. C'est exactement ça. Sauf que, alors pour les fautes de frappe, il y a autre chose à faire qui est un peu plus sympa. C'est qu'il y a la possibilité de passer un fuzziness factor, qui est un facteur de flou, à une requête. Donc tu fais une match query, tu passes un fuzziness auto, ça c'est le mieux. Et en fonction de la longueur des termes que tu lui présentes, il va t'autoriser aucun flou, un caractère de différence ou 2 caractères de différence. Donc pour des termes longs, il va t'autoriser jusqu'à 2 caractères de différence. 2 caractères de différence, ça peut être un caractère remplacé par un autre, quelque chose qui a été rajouté ou supprimé dans un caractère qui a été supprimé ou rajouté, etc. Et ça, c'est encore plus efficace, ça évite de créer ces structures supplémentaires. Ok, et en termes de perf, parce que justement on utilise ça en ce moment, et en termes de perf, on se posait la question, enfin on se pose tout doucement la question, que c'est pas plus rapide d'utiliser typiquement ce que tu as montré tout à l'heure, ton autocomplete. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis entre les deux. Je pense que le fuzziness est bien foutu et suffisamment rapide. Moi, je l'utilise pareil sur 1 million de documents. Mon fuzziness factor, ça me répond toujours en quelques millisecondes. Après, je suis pas allé au-delà moi-même dans mes tests, donc mais j'ai pas d'idée sur l'un ou l'autre. Ok. D'une manière générale, en fait, je tenterai avec le fuzziness factor. Et si vraiment j'atteins des limites, là, j'essaierai de résoudre le problème. Mais s'il n'y a pas de problème à résoudre, je n'essaierai pas de le résoudre, en fait. Mais écoute, on se débrouillera, mais c'est parce que nous, on met 80 millisecondes à répondre et il y a un peu plus de documents, mais c'est à peu près le même ordre de grandeur. Ouais, 80 millisecondes, c'est bien. Ailleurs. C'est pas mal, non? Ou c'est trop long? Autocomplétion avec. Donc, ça commence à faire long à chaque fois. On fait de l'autocomplétion public. Donc, à chaque lettre, 80 millisecondes, ça commence à faire un peu long. Mais c'est pas. Mais c'était juste une question. Si tu avais une réponse toute faite, c'était bon. Et puis, sinon, on fera l'analyse. Il n'y a vraiment pas de débat. Non, alors pour faire ça, pour l'autocomplétion, il y a effectivement des API de suggestion qui sont peut-être beaucoup plus efficaces parce qu'elles sont vraiment faites pour ça. Où je commence à taper des caractères et ça va commencer à répondre, quoi. Et donc ça, je pense que c'est encore plus efficace, mais ça t'oblige à générer des structures de données particulières. Je veux, avant qu'on finisse, parce que ça y est, on est 15h30, donc bon, j'ai commencé en retard, on a encore 5 minutes, on va dire, mais avant que vous me posiez des questions éventuellement, je vais vous présenter la fin de ce que j'ai à vous dire. Revenir un peu sur les slides. Donc au-dessus de la stack, j'ai dit tout à l'heure qu'on a maintenant 3 solutions qu'on édite au-dessus de cette stack logicielle. Donc Enterprise Search, Observability et Security, en fonction de votre cas d'utilisation. Pour les questions qui viennent de m'être posées juste récemment. Ah pardon, j'ai oublié une question qui était pourquoi les défauts de mapping type sont dépréciés. Il n'y a plus de notion de type dans Elasticsearch. Il n'y a qu'un seul type par index. Donc il n'y a plus de tout ça. Donc la notion de type va complètement disparaître et il n'y a plus de multi-type par index. Il faut faire plusieurs index si on a ce cas d'utilisation-là à gérer. Notamment, c'est une façon de faire. Donc, pour le cas d'utilisation de la recherche, pour ceux qui font de la recherche, et typiquement de l'autocomplétion, ce genre de choses,
il y a une fonctionnalité qui s'appelle App Search. Je vais vous en parler dans un petit moment. Dans Enterprise Search, on va trouver Workplace Search. Alors, moi, je suis très fan de ce projet-là. C'est un projet qui vous permet de faire de la recherche sur vos documents d'entreprise, quelles que soient les sources en fait, de vos documents d'entreprise. Nous, par exemple, on s'en sert en interne chez Elastic. On utilise notre propre produit pour nous-mêmes, où on va chercher à la fois dans notre wiki, à la fois dans GitHub, à la fois dans Gmail, à la fois dans Google Drive, etc. Tout ça, on a une expérience de recherche fédérée, quelle que soit la source. Ça peut être dans Dropbox, ça peut être ici dans Jira, par exemple. Vous pouvez même aussi indexer vos documents locaux de votre disque dur. Alors, je suis auteur d'un projet open source indépendamment d'Elastic, c'est pas maintenu par Elastic, ça. C'est un truc que je fais en parallèle qui s'appelle le File System Crawler et qui permet d'envoyer vos documents PDF et OpenOffice que vous avez sur votre disque dur en local vers Workplace Search, vers Elasticsearch aussi, mais là vers Workplace Search, et d'être capable de proposer une expérience de recherche à vos utilisateurs assez sympa derrière. Donc voilà, Workplace Search et Enterprise Search pour ça. Il y a l'outil qui s'appelle App Search qui permet aussi faire de l'autosuggestion, de la faute de frappe. On parlait tout à l'heure de réindexer. Avec App Search, si vous utilisez ça, ça se met au-dessus d'Elasticsearch. Vous avez une interface de recherche plus simple, donc vous avez beaucoup moins de code Elasticsearch à faire, c'est beaucoup plus simple. Et si vous voulez réindexer parce qu'à un moment, votre mapping il a changé, vous voulez changer d'analyseur, etc., en fait, c'est App Search qui, en tâche de fond, va faire la réindexation pour vous et va basculer l'index une fois qu'il est prêt vers le nouvel index. Donc, vous n'avez même pas à vous occuper de tout ça. Donc, ça vient avec des outils. Côté observability, c'est pour les logs, les métriques, APM, uptime, etc. Donc, vous pouvez avoir une vue unifiée de tout votre système. Ici, là, c'est une vue plutôt de Kubernetes ou Docker. C'est quoi? C'est du... Je ne sais plus ce que c'est. Ou une vue par host, en tout cas. Non, c'est une vue par host ici. Ah si, c'est une vue Docker, pardon. Et vous allez avoir la possibilité d'aller naviguer dans vos métriques, dans vos traces, dans vos logs. La partie APM, c'est super sympa. C'est si vous voulez faire mesurer quel est le temps que passé par vos utilisateurs depuis leur front-end jusqu'à la base de données. Tout le waterfall, en fait, qui vous permet de voir exactement où le temps a été consommé. Vous installez APM et automatiquement, vous allez avoir comme ça une vue de traces distribuées sur vos applications. C'est super sympa, ça. Côté Elastic Security, donc ça fera l'objet d'une autre présentation plus tard. Vous avez la possibilité d'avoir une vue, un outil de SIEM qui vous permet de voir un petit peu ce qui se passe dans votre infrastructure. Et puis aussi un outil qui vous permet de voir sur les postes locaux exactement quel était le cheminement d'une attaque. Par exemple, ici, quelqu'un a fait un truc dans Outlook, ça a lancé un Excel, ça a généré une DLL qui a été exécutée par Run32 DLL, etc. Ça a fait des appels DNS derrière. Enfin, voilà, tout ça, et vous pouvez stopper l'attaque, en fait, et continuer quand même à investiguer avec ce qu'on appelle le endpoint security. SIEM, c'est ce qui vous permet de faire de la détection de menaces avec la suite élastique. Donc ça, je vous en ai parlé, vous pouvez déployer partout. Donc ça, c'est le cloud, je vous l'ai déjà montré. Cloud entreprise, c'est la même chose, sauf que c'est vous qui gérez vos machines physiques et qui gérez votre qualité de service. Et l'opérateur Kubernetes, je vous en ai déjà parlé. Donc quelques petites références. Aujourd'hui, si vous cherchez du contenu dans GitHub, vous cherchez dans des milliards de lignes de code en quelques millisecondes. Voilà, c'est Elasticsearch qui vous répond derrière. Quand vous cherchez dans Wikipédia, c'est Elasticsearch. Donc les problématiques multilingues, typiquement, il y a ce cas-là dans Wikipédia, sauf qu'eux, ils savent à l'avance si vous tapez dans un Wikipédia français ou un Wikipédia anglais. Donc ils ont résolu le problème comme ça. Mes enfants et mon petit dernier est super content de savoir que son papa, il y a un peu de son papa qui tourne derrière Roblox. Donc, si vous avez des gamins qui font du Roblox, derrière, il y a de l'Elasticsearch pour plein de cas, notamment des logs. Ils font beaucoup de logs sur Roblox. Et il y a eu un talk récemment à notre conférence communautaire à ce sujet. Je pourrais vous envoyer des liens là-dessus. Verizon, donc eux, ils font 1 million de documents par seconde, c'est ce que je vous disais, et ils ont plus de 1000 milliards de documents, et ça, c'était il y a 2-3 ans, sur leur cluster. Vous avez d'autres comptes, je sais, il y en a un qui est monté à 10 millions de documents par seconde. Donc vraiment,
avec un bon tuning. Alors évidemment, je crois que pour ces solutions-là, on les a un petit peu accompagnés pour les aider à atteindre ces limites-là. Mais voilà, on peut aller très très loin. Le petit robot qui est sur Mars, il envoie des données dans un cluster Elasticsearch. Avec ça, ils essayent d'optimiser les missions d'un point de vue gestion de la batterie. Voilà, ils ont plein d'autres cas d'utilisation à la NASA. On aimerait bien un jour qu'ils trouvent la vie sur Mars grâce à des données qui auraient dans un cluster Elasticsearch. Ça serait vraiment assez chouette. Quand vous êtes sur Uber et que vous cherchez autour de vous un driver, par exemple, ben ça, c'est Elasticsearch qui vous permet de trouver le driver qui est autour de vous. C'est un cluster élastique derrière. Voilà, quand vous cherchez le cas d'utilisation typique des restaurants, donc ça, c'est plutôt du App Search. Voilà, vous faites du filtrage, de la navigation par facette, enfin des trucs très très classiques dans les sites e-commerce en fait. Hein. Ben ça, vous faites ça avec App Search de façon très très simple. Si vous êtes sur Tinder, peut-être, et que vous avez trouvé un match, ou en tout cas la prochaine fois que vous trouverez un match, vous penserez à nous, parce que c'est grâce à Elasticsearch que vous trouvez voilà, l'amour. Pareil, en France, on a Mythic. Mythic aussi, ils ont pas mal de cas d'usage, notamment le cas d'usage des recherches des membres. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Orange. Je sais que le programme télé d'Orange, quand vous allez sur le programme télé, donc il se prend plein de requêtes tous les jours par seconde parce que pour constituer le programme télé, ça vient d'un cluster Elasticsearch. Blablacar aussi, voilà, les banques, les assurances, dans plein de domaines. Dans l'industrie, chez Peugeot, ils s'en servent aussi beaucoup, chez Renault. Voilà. Tiens, j'ai pris ce petit logo-là, les anges de la télé-réalité. Alors pourquoi je parle de ça souvent, c'est parce que eux, c'était mais au tout début d'Elastic, pour la première saison des anges de la télé-réalité, le gars voulait mettre en place un Elasticsearch sur le forum des anges de la télé-réalité. Enfin, il voulait un moteur de recherche. Et il a pris Elasticsearch, parce qu'entre le moment où il a démarré le projet et le moment où il est parti en prod, il s'est passé une demi-journée de boulot. Pourquoi? Parce qu'il il voulait juste prendre les documents et le contenu, indexer tel que, barre de recherche, résultat, pagination, et c'était réglé. Vous avez vu que les API sont super simples. Il ne s'est pas embêté avec les analyseurs de texte. De toute façon, pour ce type de contenu, je crois que ça n'est pas la peine. Et donc, il a juste fait le strict minimum, moteur de recherche qui fonctionnait en même pas une demi-journée de boulot. Ça va encore plus vite aujourd'hui si vous allez avec AppSearch ou avec... dans AppSearch, il y a l'offre web crawling où vous pouvez même crawler votre site web. Donc là, ça irait encore plus vite pour déployer cette solution. Il avait très peu de volume, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que souvent on associe Elasticsearch avec le big data où il faut des millions, voire des milliards de documents, sinon ça ne vaut pas le coup. Non, même sur du faible volume, les API sont tellement sympas à mettre en œuvre que voilà, ça vaut le coup de l'utiliser pour votre cas d'utilisation. Alors je suis preneur de toutes les références. Hein. L'autocomplétion de Viana Vigo, c'est là-dessus. Waouh, excellent. Voilà. J'en apprends toujours. Ah ben c'est Navicia, c'est notre logiciel, celui qui est créé par les équipes qui sont qui te regardent aujourd'hui avec beaucoup d'envie. Et le logiciel qu'ils produisent est utilisé par tous ces gens-là. Et derrière, il y a un petit bout d'élastique. Et donc, tous ces gens-là utilisent Elastic. Dans toutes les grandes villes de France, quand on cherche un itinéraire pour aller d'un point A à un point B via les réseaux ferrés, eh ben, c'est Elastic qui tourne en fait. Ouais, c'est génial. Ça va me permettre de rebondir sur le slide suivant. Pas de S local qui indexerait dans ce qu'on lit. Alors, on peut mettre un ES local, mais ça, c'est à vous de le gérer vous-même. Vous pouvez mettre un Enterprise Search local aussi. Moi, je le fais pour mes démos. Hein. J'ai un Docker Compose, en fait, qui me monte un Enterprise Search avec un Elasticsearch derrière. Et puis, dedans, je peux lui rajouter Slack, Confluence, Jira et tout ça. Mais par contre, il faut configurer tout ça à la main. Donc, ça devient devenir un petit peu lourd pour chaque poste de travail. L'idée, en fait, de Enterprise Search, c'est de dire, non, tout ça, ça tourne dans un cluster. On peut avoir, par contre, des données qui ne sont que locales dans Enterprise Search. On peut dire, voilà, ce sont mes propres données à moi. Ça n'est visible que par moi en tant qu'utilisateur. Donc, ça va indexer que mes données à moi. Donc, ce que je vous disais, c'est que nous, on est très preneurs d'histoire comme ça. Et notamment, moi, je cherche pour les meet-up Elastic France. Donc, on a un meet-up demain soir. On est quel jour mercredi? Donc, jeudi soir, demain soir, on a notre 60e meet-up d'Elastic France. Donc, c'est en ligne. Je vous invite aussi à vous connecter. Ce sera Fabien Baligan qui travaille à la Caisse des dépôts et consignations. Grand fan d'Elastic depuis 2013-2014, je crois. Et qui va nous faire un retour sur des outils qu'il développe lui-même. Dans VS Code, par exemple, il a développé des outils qui permettent de
d'avoir de l'autocomplétion pour les configurations Logstash et maintenant Bits. Et donc, il va nous faire voilà, un petit update sur ce qu'il fait à ce sujet. La fois d'avant, donc j'ai eu le plaisir de parler du File System Crawler avec Enterprise Search, avec Laetitia qui a un cas d'utilisation concret en prod, où elle fait de l'indexation dans Workplace Search et Enterprise Search. Donc les vidéos sont en ligne et donc je suis très preneur si vous avez envie de partager ce que vous faites pour via Navigo, voilà, enfin tous les cas que vous avez donnés et vous avez envie de montrer ce que vous avez fait, comment vous l'avez implémenté, etc. Quels problèmes vous avez eu, ce que vous voulez dire. C'est des petits sujets. Généralement on fait une vingtaine de minutes par sujet. Il n'y a qu'un seul sujet par un meet-up. Voilà, ça reste assez court au niveau du temps. Donc, si vous voulez partager votre expérience, moi, je suis vraiment très, très preneur de ça. Partager ce que vous faites avec la communauté, c'est vraiment, c'est comme ça qu'une communauté marche, en fait, et que l'entraide se fait entre les gens. On a le forum discuss.elastic.co si vous avez des questions à poser sur vos implémentations. Tout à l'heure, on avait des problèmes de performance, par exemple, vous pouvez faire ça. Et puis, le compte Twitter à suivre, c'est ElasticFR.